Bonjour. Bonjour. Député Les Républicains sortant des Yvelines, mais vous êtes candidat dans la deuxième circonscription de Paris où LR et UDI ont investi Nathalie Kosciusko-Morizet. Avant que de ne parler de ces élections législatives, que pensez-vous du cas Ferrand, du dossier Ferrand du moment, Henri Guénaud? Je pense qu'il faut se méfier de l'hystérie. Voilà, nous vivons dans un moment où tout démarre au quart de tour avant même que personne ne sache vraiment de quoi il s'agit. Dans cette affaire, il n'y a pas d'argent public, il n'y a pas de marché public. C'est une affaire privée. Elle relève peut-être du droit pénal, je n'en sais rien. S'il y a matière, eh bien le parquet, je sais plus si c'est le parquet de Brest, on donnera une enquête préliminaire et on verra bien. Mais ça n'a rien à voir avec la vie publique, et ça n'a rien à voir avec l'argent public. Et je trouve qu'avant d'accuser, il faut quand même réfléchir. Il faut quand même réfléchir un peu. Il faut avoir des éléments. Ça peut pas devenir, on peut pas condamner les gens uniquement sur des soupçons ou sur des informations dont on ne connaît pas exactement les tenants et les aboutissants. Voilà, mon sentiment, c'est qu'on devient un peu... On parle de morale, là, vous avez entendu, on parle de morale, oui, de moralisation de la vie publique. Oui, non, mais c'est très bien que la morale soit... La morale pénètre la vie publique en profondeur, mais entre la morale et le moralisme, entre le moralisme et l'ordre moral, entre la confiance envers ses élus et puis le totalitarisme de la transparence et du soupçon, je pense qu'il y a une marge. Voilà. Parce que là, tout est excessif. Nous verrons bien ce que dira le GG lui laissait pas beaucoup de chance tout à l'heure, Richard Ferrand, Jacques en particulier. Je parlais pas sur le fond. Je reviens à l'argument Massu. Il a été un des plus durs dans l'affaire Fillon, Ferrand. Donc à la limite, ce qu'on a appliqué à Fillon, pourquoi on l'applique pas? En plus, quand même, la première loi depuis l'alternance, c'est sur la moralisation de la vie politique. À mon avis, d'ailleurs, elle n'est même pas passée la loi. À mon avis, il n'y a pas besoin de loi. Il y a déjà eu une dizaine de lois sur le sujet. Il paraît qu'il y a un déontologue à l'Assemblée nationale. Donc, à la limite, que le déontologue fasse son travail. Il n'y a pas besoin de loi. Je pense que M. Dosière a fait des propositions. On peut les appliquer. Elles sont sur le bureau du garde des Sceaux, d'ailleurs. Il fallait avoir un casier judiciaire vierge pour être parlementaire. C'est pas un scoop, quand même. Vous dites hystérisation, mais c'est vrai que Richard Ferrand lui-même avait des mots très durs contre François Fillon, en particulier concernant l'emploi familial, alors qu'on s'est aperçu que pendant quelques mois, 4-5 mois, il avait lui aussi employé son fils. Donc finalement, c'est un retour de bâton en ce qui le concerne. Peut-être, mais moi je vais pas apporter de l'eau à ce moulin. Les emplois familiaux étaient légaux. Ce qui a été reproché à François Fillon, c'était des emplois fictifs et non des emplois familiaux. Les emplois familiaux étaient légaux. On peut juger que c'est pas bien, je sais pas au nom de quoi, mais enfin très bien. En ce moment-là, on met dans le log, c'est interdit, on n'en parle plus. Mais voilà, quoi qu'il ait dit, cette idée, c'est-à-dire, il a été un des plus durs. Alors maintenant, il faut qu'il paye. Oui, mais voilà, Henri, quand même. Le jugement, le regard que l'on porte quand même sur un homme politique, il a le droit de se baser sur son propre comportement. Moi d'abord, je ne décolère toujours pas de l'attitude différente du parquet dans le premier cas Fillon et dans le second cas Ferrand. Il y a quand même, on a un sentiment immanent. Il n'est pas compétent, c'est pas la même chose. Non. Le parquet de Brest est parfaitement compétent. Non, le PNF. Oui, mais d'accord, mais il n'y a pas que le PNF qui a le monopole des poursuites en France. Donc je suis désolé, il y a 2 poids 2 mesures, et puis quand même, c'est un peu comme à la manière de Cahuzac qui était extrêmement sévère envers les fraudeurs fiscaux, à l'exception de lui-même. Il y a dans le discours moralisateur, parce que je te rejoins complètement sur tout le reste, entre la frontière entre le moral, le moralisme et pourquoi pas la moraline, on est totalement d'accord. Mais il y a quelque part une histoire de l'arroseur arrosé qui n'est pas pour lui déplaire, comme vous l'aurez compris. Voilà, mais dont on peut pas se réjouir. Il faut pas être hypocrite dans la vie. J'ai le droit de considérer que quelqu'un qui a été effectivement hypocrite à l'égard des électeurs, parce que faut pas oublier quand même
faut quand même pas oublier que les bénéficiaires du système qui a tué Fillon s'appellent Macron et s'appellent Ferrand, que quelque part il y a un retour de bâton. Je n'aurais pas l'hypocrisie de dissimuler ma satisfaction intellectuelle. Oui, mais juste à force de... Pour les principes, t'as raison. Voilà, à force de se venger, de la surenchère, etc. Enfin, je veux dire, on n'en sort plus. Voilà. Oui, mais petit à petit, le ton monte, l'hystérie augmente, le pourri. Et question... partout la balle au centre. Non, mais la question est de savoir, il y avait des faits. Démissionné, donc c'est. Bon, moi, quand j'ai parlé de Fillon, je n'ai parlé que de morale. Je me suis jamais occupé de la dimension judiciaire. Je suis pas compétent pour le faire. J'ai pas le dossier en main. Il y avait simplement une distorsion entre son programme, un programme de sacrifice, et puis le fait qu'il avait plutôt très bien vécu. On va pas dire que ce soir c'est une histoire passée. Mais si à chaque fois on fait de la surenchère, on va pas en sortir. Moi, je sais pas ce qu'a fait Monsieur Ferrand, encore une fois, dans le cadre. Je parle pas des 4 mois où il a employé ses enfants. Et, la question est de savoir s'ils ont travaillé ou pas travaillé. Point. C'est tout. Quant au reste, ce dont on parle le plus, on a quand même assez peu d'éléments. Ça concerne le parquet local de Brest, donc en l'occurrence. Vous pensez que la situation est tenable pour lui ou si chaque fois non, mais je vous pose la question. Vu ce qui se passe en ce moment, honnêtement, à votre avis, votre sentiment, c'est qu'on est proche de la démission ou pas? Est-ce qu'il peut tenir bon dans la Moi, je n'en sais rien. Le problème lorsqu'on est pris dans une affaire de ce genre, à tort ou à raison, on a vu pour Éric Woerth par exemple, c'est que il devient très vite extrêmement difficile à cause de la pression médiatique de rester en fonction. Voilà, parce que on ne vous parle plus que de ça, vous pouvez plus exercer vos fonctions, mais il faut quand même reconnaître que c'est une situation tout à fait tragique pour la démocratie et pour la République, parce que s'il suffit d'être accusé, de déclencher la chasse à l'homme pour ne plus pouvoir exercer ses fonctions et être d'avance quasiment condamné, il y a un problème. Enfin, on commence à avoir un vrai problème, parce que le fond de l'état de droit, c'est quand même que on est innocent tant qu'on n'a pas été démontré qu'on était coupable. Sinon on n'en sort plus. C'est extrêmement dangereux. Alors, bonjour Monsieur Gallo, moi je vous rejoins totalement sur l'idée selon laquelle on peut pas accepter que la transparence vienne télescoper la présomption d'innocence. Sur ce point, je vous ai entendu dans une interview hier souligner cet aspect des choses. Je partage tout à fait votre avis. Vous avez ajouté, et là j'ai besoin d'un éclaircissement, vous avez ajouté que la moralisation qui mènerait à l'ordre moral, donc cette espèce de conquête religieuse, détruirait à terme la politique. Et donc cette opposition entre la moralisation et la politique m'a gêné, et j'aurais voulu savoir ce que vous vouliez exprimer à travers cette expression. C'est tout simple. Je pense que toute bonne idée, poussée jusqu'au bout de sa logique, finit toujours par devenir une très mauvaise idée. Avec une religion d'amour, vous pouvez avoir l'Inquisition. Avec la logique, vous pouvez faire des choses absolument effrayantes. Vous savez, moi je cite toujours cet exemple, c'est le début de Caligula de Camus. Hein, pardon de prendre 2 secondes pour dire ça, mais Caligula vient de perdre sa sœur. Et on ne sait pas si c'était sa maîtresse aussi, donc il est désespéré. Un conseiller arrive et lui dit César, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pas maintenant, je suis triste, je viens de perdre ma soeur. Il dit, mais c'est la chose la plus importante au monde dont j'ai à te parler. C'est quoi? C'est le trésor public. Ah, on manque d'argent, oui. Alors j'ai une idée, dit César. Il dit, on va obliger tous les citoyens de l'Empire à établir un testament en faveur de l'État. Et puis, comme il faut de l'argent régulièrement, chaque année, on en tirera au sort, les fera exécuter. Le conseiller s'émeut, et Caligula lui répond, eh bien, tu m'as bien dit que c'était plus important que tout au monde, donc c'est plus important que la vie. Maintenant, nous allons vivre selon la logique, vous allez voir, vous allez souffrir. Vous voyez, tout ce qui est poussé à l'extrême finit toujours mal, même la meilleure intention du monde. Donc la morale, oui, le moralisme, moins, l'ordre moral qui finit par devenir totalement paralysant, qui finit par créer une société du soupçon. Certes, mais dans les affaires qui nous concernent, qu'est-ce qui relève, selon vous, du moralisme ou de l'ordre moral? C'est ça qui m'a gêné. Que vous ayez comme perspective l'ordre moral comme élément restricteur de la politique, je suis d'accord avec vous. Mais là, vous comprenez que c'est difficilement audible pour les citoyens que l'on représente, enfin en tout cas moi de la société civile. Donc voilà, c'est dans ces termes-là, qu'est-ce qui dans les affaires que l'on évoque là relève de l'ordre moral ou du moralisme? Mais là, c'est quand même extraordinaire. Il suffit qu'on évoque une affaire,
sans que, encore une fois, personne n'ait vraiment les éléments du dossier. Et en l'occurrence, il ne s'agit même pas d'argent public, il n'y a pas de, c'est un domaine où il n'y a pas de marché public, etc. Il suffit de l'évoquer et on est déjà à la démission du ministre sans que personne ait enquêté sur le sujet. Voilà, c'est-à-dire que moi, ce qui me gêne, c'est qu'on entre dans l'ère du soupçon et de l'hystérie du soupçon. Voilà. Donc, vous devez être, mais personne n'est parfaitement blanc, n'est parfaitement, tout le monde a fait des choses il faut savoir si ça correspond aux lois ou si ça ne correspond pas aux lois. Si ça correspond à la morale au sens où vous faites pour vous quelque chose que vous, ça c'est pour le politique, vous faites quelque chose pour vous que vous interdisez aux autres, ou que vous refusez aux autres. Voilà. Moi, ce qui m'avait gêné dans la campagne présidentielle, c'était un problème moral, non pas du moralisme, arriver aller à la rencontre des gens en disant vous vivez trop bien depuis 40 ans, maintenant il faut faire beaucoup de sacrifices, et s'être retrouvé dans la situation dans laquelle s'est retrouvé François Fillon, indépendamment de la dimension judiciaire. C'est tout. Mais il faut faire attention. Là, on est en train de, vous voyez pas, ça devient. Est-ce que vous pensez que tout à l'heure vous en avez dit un mot, mais je ne dis pas qu'il est innocent ou pas, je n'en sais rien. La loi sur la moralisation de la vie publique, interdiction des emplois familiaux dans les cabinets ministériels, collectivités territoriales, limite à 3 les mandats parlementaires, casier judiciaire vierge, encadrer de plus près le financement des partis, code de bonne conduite édicté pour les ministres aussi et qui est passé au journal officiel. Globalement, vous dites c'est bien? Le code de bonne conduite, pardon, je trouve ça un peu gadget. Je trouve ça un peu ridicule. Évidemment, on demande aux ministres d'avoir une bonne conduite. Et puis quand ils l'ont pas, il y a au président de la République de prendre ses responsabilités et au Premier ministre. Voilà, ce code me paraît. Je trouvais beaucoup moins ridicule les leçons de morale qu'on nous faisait à l'école primaire que ce genre de texte. Mais c'est un point de vue très personnel. Maintenant, expliquez-moi en quoi la limitation à 3 mandats, par exemple, a quelque chose à voir avec la moralisation de la vie politique. Je ne comprends pas du tout. On peut admettre que ça fait respirer la démocratie, mais ça n'a rien à voir avec la morale. Ça évite les baronnies ou des gens qui s'installent dans mauvaises habitudes et parfois ça évite aussi à la marge. Ça évite aussi des gens qui construisent quelque chose. Si Monsieur Frêche n'avait pas fait 5 mandats à Montpellier, il n'aurait jamais accompli l'œuvre qu'il a accomplie à Montpellier. Pour prendre cet exemple-là. Donc, moi, je crois que la démocratie, c'est que les gens décident, quand on se présente, de toute façon, on peut être viré à chaque élection par les concitoyens. Voilà. Mais ça n'a rien à voir, à mon avis, avec la morale. Pour le reste, on en a déjà fait beaucoup. Moi, je verrai le texte, on verra bien, mais il faut pas. Si chaque fois qu'un nouveau gouvernement arrive, chaque fois qu'une nouvelle majorité est en place, on refait des textes, en fait, ça va devenir intenable. Voilà, parce que on cherche quoi, des moines soldats, on cherche des personnalités plus blancs. Vous voyez bien qu'on les trouve pas, les moines soldats, parce que si on n'engage que des moines soldats, ça va être terrible. Vous le gaulliste, le gaulliste pur et dur. Oui, mais les gaullistes n'ont jamais été des moines soldats. Le général de Gaulle est l'exemple. Essayons donc de faire gouverner un pays par des moines soldats. Et vous allez voir comme c'est gai, et vous allez voir comme les libertés sont protégées. Je peux ajouter à cela que c'est bien gentil, mais on a les hommes politiques qui sont issus de la société civile, et on a dans une société qui est un peu schizophrène, parce qu'on a parlé il y a 1 heure du problème du cannabis. Tout le monde fume du cannabis. Les jeunes piratent également les œuvres de l'esprit des gens en pure illégalité. Il y a d'un côté une société qui n'est pas non plus dans un respect religieux de la loi, et on voudrait également que les hommes politiques soient d'une blancheur extrême. Il y a aussi un peu une schizophrénie de la société. Le seul principe, c'est l'égalité devant la loi. Voilà. Ouais. La loi doit être la même pour tous, les exigences doivent être les mêmes pour tous, et puis voilà. Mais moi, vous n'êtes pas contre le fait que l'on contrôle, par exemple, l'IRFM des députés, ou qu'ils aient des notes de frais en fonction de ce qu'ils ont à dépenser? Est-ce que ça vous convient? Non, ça me convient pas. Ça me convient pas tellement. Ça, c'est l'égalité, hein. Non, mais à ce moment-là, non, ça rien à voir avec l'égalité, ça a à voir avec le minimum de liberté dont disposent les parlementaires. Il y a une autre solution. La solution à laquelle on se refuse, c'est que on augmente un peu cette indemnité pour couvrir, et on la fiscalise. Donc on l'augmente un peu pour couvrir le fait que la fiscalité va diminuer le pouvoir d'achat de cette indemnité. On fiscalise tout, et puis on donne tout au parlementaire, et il se débrouille. Voilà. S'il veut se mettre au réel, il se met au réel. Et puis sinon,
il est comme n'importe quel autre contribuable. Voilà, je veux dire, et les choses sont claires. Et s'il préfère inviter les gens à déjeuner plutôt que d'avoir une permanence d'une taille 2 fois plus grande, eh bien, il le fait. Alors, sachant en plus que vous savez, une permanence à Paris, par exemple, ça coûte 6 fois plus cher qu'une permanence dans une circonscription rurale. Donc chacun après fera. Mais si on commence à contrôler tous les faits et gestes, parce que ça revient à ça, hein, du parlementaire, on va pas en sortir. Je veux dire que voilà, c'est mon sentiment. Mais on a quand même tout le monde à égalité, on fiscalise tout, et puis se débrouille. Ben justement, alors, encore faut-il que vous retourniez à l'Assemblée nationale, et ça c'est tout l'enjeu de cette élection législative dans votre circonscription, dont nous allons parler dans un instant. Henri Guénaud, dans le grand oral des GG, hein. Henri Guénaud, député Les Républicains des Yvelines et candidat à la 2e circonscription de Paris. Jacques, une question qu'on parle à Circo ou tu es sur la Circo? Oui, sur la Circo. J'ai une question sur la Circo. Pourquoi vous n'êtes pas candidat dans les Yvelines, puisque vous êtes député sortant des Yvelines? Eh bien, parce que le petit clan qui s'est emparé des Républicains pendant la campagne présidentielle, et qui, alors que François Fillon est parti sur les premiers tours, lui, le petit clan, il est resté parce qu'il n'y a aucune instance pour le changer avant l'automne, et il a décidé, tout à sa médiocrité, à sa vengeance, de me priver de mon investiture. Voilà. Bon. Ce qu'on n'avait jamais fait d'ailleurs dans ma famille politique pour les présidentielles. Mais vous pourriez être candidat quand même. Non, parce que c'était un combat médiocre d'aller se battre comme un chiffonnier contre quelqu'un d'autre qui reçoit l'investiture. Donc ça se trouvait que ça ne m'intéressait pas. Et j'ai hésité entre aller ailleurs ou arrêter, tout simplement, parce qu'après tout... Pourquoi n'avez-vous pas arrêté? Je me suis posé la question, voilà, puis j'ai fini par me dire que si je devais arrêter, au moins que ce soit sur un combat qui vaille la peine, et ce combat vaut la peine parce que c'est le combat de la clarification, voilà. C'est-à-dire, vous voulez aller torpiller Nathalie Kosciusko-Morizet, quoi, en fait. Si vous ne gagnez pas, au moins la faire perdre. Mais c'est pas pour la faire perdre, je veux que les électeurs tranchent. Elle incarne quelque chose qui est parfaitement légitime, parfaitement respectable, mais que moi je n'approuve pas. Bon, moi j'incarne autre chose. On peut pas faire une famille politique. Vous voyez très bien, elle incarne le progressisme, elle incarne, enfin, on n'a pas besoin de faire un dessin, vous en parlez, les journalistes en parlent beaucoup. Le coq, il a presque des maires investi. Mais je suis quand même républicain. Oui, non, mais républicain, vous n'avez pas l'étiquette du parti. Non, mais vous n'avez pas l'étiquette du parti, donc vous dites que je serai dans l'opposition, mais tout seul, ou avec qui, puisque vous n'êtes pas investi. Vous savez bien comment ça se passe, quand vous avez gagné, vous choisissez votre groupe, et en général, on vous accepte. Pour ça, il faut gagner. Oui, mais si je ne gagne pas, la question se posera. Oui, bien sûr. Mais reconnaissez que vous ne partez pas quand même avec une dynamique de vainqueur. Vous n'avez pas réussi à être candidat à l'élection présidentielle. Vous n'êtes pas soutenu par votre parti. Deux choses différentes. Peut-être. C'était des parrainages. Là, il n'y a pas de parrainage. Donc je suis candidat. Je suis pas convaincu que Nathalie Kosciusko-Morizet parte avec une dynamique extrêmement importante. Elle est peut-être plus dans l'air du temps que vous aujourd'hui. Eh bien voilà, moi je me bats contre la politique de l'air du temps. Non mais attendez, le Coq a une dynamique. Il avait été le suppléant de Mme Aurillac, qui a déjà été député dans le coin. Il est quand même assez implanté. Il est maire du 6e. Le maire du 6e, c'est la plus petite partie de son arrondissement qui est dans la circonscription. C'est vrai. À mon avis, moi le Coq, il est dangereux. Mais je sais pas si les gens choisiront avec qui ils veulent reconstruire la droite et le centre. Mais sur quels critères? Avec qui ils veulent reconstruire une opposition. Voilà. Donc il y a plusieurs critères. Il y a le fond, ce qui me sépare de Nathalie. Pardonnez-moi, Monsieur Guénaud. Et puis il y a la personnalité, voilà, est-ce que Jean-Pierre Lecor, pour qui j'ai le plus grand respect et la plus grande estime, est capable d'être demain un des maîtres d'œuvre d'une reconstitution d'un grand mouvement. 24 candidats dans cette circonscription, c'est pas sérieux. De la renaissance d'un grand mouvement, ce qu'on appelait jadis le gaullisme, qui occupe enfin cet espace entre le Front National et Monsieur Macron et la France insoumise, et dont le paysage français a besoin, dont l'équilibre de la politique française a absolument besoin, et qui sache parler aux classes populaires, aux classes moyennes, voilà, qui défend la question nationale et la question sociale. Voilà, chacun jugera qui est le mieux à même de le faire. D'abord, si c'est leur préférence, ou préférant peut-être le progressisme libéral, libertaire de Nathalie, ou bien autre chose. Si c'est autre chose, lequel est le mieux à même de le porter sur la scène publique. Voilà. Je vous rappelle que c'est pas une élection locale, c'est une élection nationale. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous portez comme programme national alors? C'est ça.
la création d'un mouvement qui s'inspire de ce qu'on appelait jadis le gaullisme. Voilà, c'est-à-dire que j'y reviens. Oui. Ben oui, mais c'est... D'accord, mais c'est comme je dis, le programme, ce programme, vous le portez seul, vous le portez avec qui? Mais c'est pas... faut arrêter avec les programmes. Non, voilà. Vous savez qu'on est dans une logique des partis qui est celle de la 5e République. Vous voyez où elle en est, la logique des partis. Alors ça, c'est le moment d'en parler. Il y en a un nouveau qui s'appelle la République en marche. C'est pas vraiment un parti. Ça va devenir un parti. Ça va devenir un parti. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser très exactement aux années 50. Dans les années 50, vous aviez un cœur de la vie politique qui était groupé autour de la SFIO, des démocrates chrétiens, des radicaux, enfin qui occupait le centre de l'échiquier, qui le tenait très fermement. C'était les partis héritiers de la 3e d'ailleurs. Ils s'étaient verrouillés avec les apparentements et ils tenaient la 4e République. Autour, il y avait deux grands partis jugés radicaux, voire extrêmes. Le premier, le Parti communiste, qui pesait très très lourd à l'époque, et le deuxième, le RPF du général de Gaulle, considéré par certains d'ailleurs à l'époque comme pré-fasciste, parce que le culte du chef, etc. Bon, rien de fasciste, mais c'était ainsi. Et le système ne pouvait pas trouver de solution démocratique, permettre de solutions démocratiques à cette situation paradoxale dans laquelle la minorité gouvernait indéfiniment la majorité. Parce que la majorité, elle était dans toutes ces radicalités qui ne pouvaient pas s'unir entre elles pour gouverner, mais elle était quand même là. Bon, donc il n'y avait pas de solution démocratique, tout était verrouillé sur le centre. Le résultat de l'RPF d'ailleurs n'arrivant pas au pouvoir finit par se déliter. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est allé jusqu'au bord de la guerre civile. Voilà. On s'est allé parce qu'il n'y avait pas de solution démocratique à tous les problèmes qui se posaient. Il n'y en avait aucune. On avait toujours les mêmes notables voilà. C'est ce qu'on est en train de recréer. Et donc c'est la raison pour laquelle on peut pas s'en tenir à cette situation dans laquelle tous ceux qui sont opposés à ce que veut faire M. Macron et à son mouvement soient condamnés éternellement à ne pas revenir au pouvoir. Voilà. Donc il faut recréer quelque chose qui soit moins radical, plus ouvert et en même temps dans une opposition claire, pas forcément obtus, mais claire. Voilà. Est-ce que vous incarnez ce renouvellement ou est-ce que vous incarnez justement une classe politique passée dont la page est en train doucement d'être tournée par les citoyens? C'est mon premier mandat, donc excusez-moi. Pourquoi les gens qui ont milité depuis 35 ans, ils n'ont pas le droit de parler? Il faut forcément prendre celui qui était à la pêche pendant 35 ans et qui brusquement arrive dans la vie civique. Enfin, c'est une blague. Moi, j'ai pas été Premier ministre, j'ai pas été président de la République, j'ai pas été ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Enfin, je me suis battu pour un certain nombre d'idées et qui je crois sont plutôt au centre de gravité de la société française aujourd'hui. Donc je continue de les défendre. Vous êtes républicain. Pourquoi ne pas avoir rejoint et patriote? Pourquoi ne pas avoir rejoint Nicolas Dupont-Aignan? Parce qu'il n'est pas républicain. Bon. Non, il n'est pas républicain au sens du parti républicain. Non, mais il est républicain. Oui, vous avez très bien compris. Pourquoi ne pas avoir rejoint? Parce que j'ai pas vocation à rejoindre. Moi, j'ai vocation à entraîner. J'ai vocation à défendre mes propres idées, mon propre discours. Moi, ce que je veux, c'est, encore une fois, c'est recréer quelque chose de beaucoup plus important sur la scène politique, à partir des républicains, une fois que seront partis ceux qui ont envie de partir. Et parce que je veux dire, vous êtes bien seul, quoi, aujourd'hui encore. Mais qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Tout le monde est seul dans sa circonscription. Mais qu'est-ce que aujourd'hui ça représente quoi pour vous le Parti des Républicains? Ça représente la manière dont ils se conduisent d'abord. Non, mais d'abord, il y a plusieurs choses. Chez les Républicains, il y a les adhérents, les militants, les électeurs, puis il y a les notables. Le général de Gaulle aurait dit les notoires. Bon, comme il n'y a plus de leadership, comme il n'y a plus de chef, les notables en question ou les notoires sont rendus à leur médiocrité naturelle. Voilà, on les voit à l'œuvre. C'était pathétique. Et on sait d'avance que le lendemain de l'élection législative, une partie va se constituer en groupe autonome, probablement les jupéistes, les leméristes, pour aller servir d'appoint à la majorité. Entre une majorité ouverte, entre une opposition ouverte, pas obtus, etc. Et puis le fait d'en rentrer d'une manière ou d'une autre dans la majorité, il y a quand même une différence. Vous avez entendu, certains dit le pays passe avant le parti. Oui, c'est ce que je répète depuis très longtemps. Oui. Voilà, mais là mais vous vous retrouvez tout seul. C'est ce que dit Thierry Solaire aussi maintenant. Mais non, mais attendez, oui, tout le monde m'a appris cette phrase, mais c'était pas le cas. Vous avez remarqué qu'il y a quelques semaines, c'était pas le cas. Sauf le pays passe avant le parti. Oui, c'est pour ça qu'ils tendent la main aujourd'hui à la nouvelle famille politique. C'est pas mais c'est normal, ils sont d'accord entre eux. Vous savez, Monsieur Menck parlait du raison de plus de pas être dans l'opposition.
Mais moi, je suis pas d'accord avec eux. Moi, j'étais pas d'accord avec eux. Dans l'opposition. Moi, j'étais pas d'accord avec eux dans le même parti. S'ils sont d'accord avec les autres, c'est normal qu'ils quittent leur famille et qu'ils rejoignent. Mais je trouve ça tout à fait normal. Il faut juste que ça soit clair. Voilà. Monsieur Menck parlait en 95 du cercle de la raison. Alors, le cercle de la raison, il faisait 2 demi-cercles. Un qui était au Parti Socialiste et un qui était chez nous. Bien. Ces 2 demi-cercles se rejoignent aujourd'hui. Voilà ce qu'a fait Monsieur Macron. Moi, j'ai jamais été d'accord avec le cercle, ce que Menck appelait le cercle de la raison. Donc voilà, je suis pas plus d'accord avec eux aujourd'hui qu'hier. Mais tant mieux, ils s'en vont, c'est une clarification. Moi, je les insulte pas, je leur jette pas la pierre, mais que les choses soient claires. Ce qui me gêne, c'est quand avant les élections, on laisse tout ça dans le flou, et puis après les élections, on s'en va. Non, il vaut mieux le faire avant. Qui est le chef des Républicains aujourd'hui? Il y en a pas. Ah, je croyais que c'était François Barouin qui menait la... Il y en a pas. François Barouin mène la campagne. Oui, mais c'est pas lui le patron. Mais patron de quoi? Personne l'a élu, personne, enfin, il est patron, il est pas président des Républicains, il est pas, enfin, voilà, il est. Oui, le chef de file des législatives, ça induit quand même le fait qu'il soit le patron. Et hier, il était même avec Nicolas Sarkozy. Oui, c'est très bien, mais voilà, mais il y a pas de chef aujourd'hui. Hein, et vous savez, celui qui mène la campagne, après il prend un peu l'ascendant si la campagne est réussie, puis moins si elle n'est pas réussie, voilà. Mais il n'y a pas de chef, hein. C'est pas, puis les chefs ça tombe pas du ciel, ça. Pas. Hein. Il a une âme de chef et une carrure de chef, Barouin. Écoutez, j'en sais rien. Il faut qu'il ait une âme de chef. On en est, rendez-vous compte, on en est à essayer de trouver un chef parce que désespérément, parce qu'on n'en a pas. C'est l'ADN de la droite et de la droite gaulliste. C'est l'ADN de tout le monde. Vous avez vu ce que devient le Parti Socialiste sans Mitterrand. Bon, vous avez vu ce qu'ont devenu les gaullistes sans De Gaulle, Pompidou, etc. Voilà, et que serait en marche. Ils ont eu Sarkozy qui les a conduits à la victoire. Oui, bien sûr, il y avait un chef. Mais quand il n'y en a pas, oui, ça arrive à tout le monde. Imaginez En Marche sans Monsieur Macron. Est-ce que le mieux... c'est plus la marche arrière, hein, c'est la débandade. Est-ce que le mieux, c'est pas de refaire le RPR et l'UDF, ce serait plus clair? Eh bien, si vous saviez combien je partage ce point de vue. C'est du bon sens. Oui, c'est-à-dire des gens qui ont un socle, que chacun a un socle commun, ils sont capables de passer des alliances de gouvernement, voilà. Mais à force que les partis n'aient pas d'identité, c'est-à-dire qu'on ne sache absolument pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, où ils vont, eh bien, on arrive à la situation actuelle. C'est-à-dire que ces deux cartels électoraux qu'on a construits dans les dernières décennies, le PS et les Républicains, sont en train d'éclater parce qu'ils unissaient des gens qui n'étaient d'accord que sur une seule chose, c'est gouverner, prendre le pouvoir. Identité ou ils ont des identités multiples? Comment? Ils n'ont pas d'identité ou ils ont des identités multiples? On a le sentiment que c'est ça. Oui, donc le parti n'en a pas. Et comment vous voyez le parti, quand vous votez, vous savez plus très bien, quoi. Mais du point de vue de la perception, encore une fois, j'y reviens. Quand on vous voit tous les trois, donc vous battre pour cette circonscription, on a le sentiment. On se bat pas pour une circonscription. On se bat pour une politique. On ne comprend pas ce qui justifie. Quelles sont les différences qui justifient vos candidatures individuelles? Il y a quand même une différence entre Karim et Guénaud. Oui, un paquet. Oui, mais il faut les exprimer. Voilà. Là, ce qu'on voit, nous, c'est qu'on a trois candidats républicains. Non. Vous êtes assez observateur pour bien comprendre qu'il y a des différences et elles vous sautent aux yeux. Voilà, maintenant, dans une campagne qui dure 3 semaines, les rôles sont déjà campés. Hein, c'est-à-dire, c'est pareil, si vous mettez Madame Le Pen et Monsieur Macron sur une scène, vous n'avez pas besoin de commencer par expliquer ce qui les sépare, vous le savez. Et voilà. Comment vous voyez justement, comment vous voyez le parti, le Front National, comment vous voyez l'État? Monsieur Valls et Monsieur Hamon, vous voyez tout de suite ce qui les sépare. Tout à fait. Ils faisaient partie de la même famille politique. Tout à fait. Mais là, c'est la raison pour laquelle je vous demande, effectivement, ce qui, selon vous, mais vous voyez ce qui est advenu de Monsieur Valls et de Monsieur Hamon aussi. Oui, bien sûr. Hein. Parce qu'il n'y a plus François Mitterrand qui n'était pas socialiste, c'est l'avantage. Parce que le Parti socialiste a été incapable de choisir réellement ce qu'il était. Et l'état du Front National, quel est le regard que vous portez sur l'état du Front National aujourd'hui et de son ou sa chef? Moi, je suis pas à l'intérieur. Regarde des critères qu'on vient de. Oui, moi, je suis pas à l'intérieur. Un sentiment personnel. Tous les partis ont que les partis aient des débats internes, des débats de personnes, des débats de programmes. Donc tout ça n'est pas anormal. La question est de savoir, là aussi, quel est le socle commun qui les unit. Parce qu'à force de dire ce qui nous unit est plus fort, plus grand que ce qui nous sépare, à un moment, il faut le mettre sur la table. Voilà. Je sais pas. On voit bien que le Front National aujourd'hui est traversé par des tensions importantes, mais voilà, j'en sais pas plus. En tout cas, il est pas dans la même situation de désarticulation que les Républicains ou le Parti socialiste. Et si d'aventure vous perdez cette élection, la vie politique c'est terminé? Je sais pas si elle est terminée pour toujours, mais pour l'instant, oui. Quand on n'est pas élu, on peut participer comme citoyen, mais enfin,
Non, j'irais faire autre chose, j'aurais m'occuper de moi et de ma famille. Je pense qu'elle en sera heureuse d'ailleurs. Voilà. Merci Henri Guénaud. Mais au moins j'aurais fait ce combat encore une fois pour moi aura eu du sens. Voilà, le sens c'est moi j'incarne quelque chose. Enfin je pense voilà, sur la nation, sur la société, sur la civilisation, sur l'économie, sur le refus d'un libéralisme outrancier, sur bon etc. Et puis elle incarne autre chose, Nathalie incarne autre chose et notre famille politique a besoin de trancher. Et il y a que les électeurs qui peuvent trancher. En 20 secondes, la poignée de main de Trump-Macron, vous l'avez commenté comment? Vous la commenteriez comment? Franchement, l'histoire se fait pas avec les poignées de main. Hein. Voilà, je trouve que le fait qu'on accorde autant d'importance à tout ça, on est vraiment dans l'ère des images. Un professeur de droit, Roger Gérard Schwarzenberg, dans les années 80, avait écrit au fin des années 70 un très joli livre qui s'appelait La politique spectacle. Ben, ça s'est pas arrangé, mais on peut pas faire de la politique qu'avec des images, qu'avec du spectacle, qu'avec de la com, ou qu'avec ce qu'on appelait jadis de la réclame. Vous savez. Et est-ce qu'on peut faire de la politique sans? Merci d'avoir été avec nous, Henri Guénaud.